Nouvelle journée à Ljubljana. Je me suis garé au parking du parc Tivoli. Le parc Tivoli est le poumon vert de Ljubljana et il est dû à un Français. C'est en effet en 1813 que Jacques Blanchard en a fait le dessin. Tout à la fin de la période d'existence des provinces illyriennes. Un mini-golf pour les amateurs. Les provinces illyriennes de Napoléon durèrent seulement 4 ans, de 1809 à 1813. Et si elles ont été rattachées à la France, c'est parce que celle-ci avait battu l'Autriche à la bataille de Wagram. C'est ainsi, je le répète, je l'ai dit dans un autre film, mais peut-être ne l'avez-vous pas vu, que Ljubljana, sous son nom allemand de Leibhar, a été capitale des provinces illyriennes. Et oui, Ljubljana, ville française pendant 4 ans. Il y a une aire de jeu pour les gosses. Presque à l'entrée, le Hala Tivoli, complexe sportif et de loisirs, avec une patinoire à l'intérieur et aussi une piscine couverte. Juste à côté se trouve un petit château, allons voir. Le château dont je vous parle date du XVIIIe siècle, c'est le château Cékine. J'aurais beaucoup aimé le voir en détail parce qu'il contient le musée d'histoire de la Slovénie. Malheureusement, il y a tellement de choses à voir en Slovénie qu'il faut bien faire des choix drastiques. J'ai toujours la ressource de revenir un jour. Par contre, le Hala Tivoli n'est pas très esthétique, il faut l'avouer. Un joli cadre pour un musée. Le parc Tivoli fait 510 hectares. J'ignore à partir de quelle époque l'histoire ici est traitée. Il s'agit du musée d'histoire contemporaine de la Slovénie. Est-ce que les provinces illyriennes sont incluses? Cours de tennis dans le parc Tivoli. Il paraît en tout cas que les sections consacrées à l'occupation de la Slovénie et de Ljubljana pendant la Seconde Guerre mondiale sont vivement recommandées. Je vous rappelle brièvement ce qu'il en est, après vous l'avoir dit dans un autre film. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Slovénie faisait partie intégrante du royaume de Yougoslavie. En avril 1941, 2 mois avant l'opération Barbarossa, les troupes de l'Axe ont attaqué la Yougoslavie. En effet, l'Italie était en difficulté sur le front italien et Hitler a pris la décision d'aider son allié en passant à travers la Yougoslavie. En avril 1941, la Yougoslavie a été dépecée par plusieurs pays, 4 au total. L'Italie, l'Allemagne, la Hongrie et la Bulgarie. Je rejoins le château Tivoli tout en poursuivant mon petit discours. La Hongrie, en avril 1941, s'est emparée de la région frontalière de son pays, notamment du village de Lendava, où vit une importante communauté hongroise. Les Allemands se sont emparés du nord, la ville de Maribor, notamment, qu'ils ont rebaptisée Marburg an der Drau. Ljubljana est devenue italienne sous le nom de Lubiana. Mussolini était tout fier de ses conquêtes et de ses nouvelles provinces. Mais avec les revers, il a été arrêté en juillet 1943 et l'Italie a demandé la paix aux Alliés 2 mois plus tard.
Malheureusement, les Allemands ont envahi cette zone et ont occupé Ljubljana, lui donnant son nom allemand Leibach. Dans cette zone qu'ils avaient appelée zone de défense de la côte adriatique, Adriatische Küstenland, les Allemands ont mené une violente répression contre les partisans de Tito. Ils ont dressé un réseau de fils barbelés tout autour de la capitale, sur 32 km. Aujourd'hui, c'est un magnifique site, une randonnée, celle de la mémoire et de l'amitié, que j'aurais bien aimé faire, mais malheureusement, 33-32 km, c'est quand même un peu long. Peut-être une autre fois, peut-être lors d'un autre séjour. Un saule comme on n'a pas l'habitude d'en voir souvent. Il n'empêche que Ljubljana a été occupée par les troupes allemandes jusqu'à la libération, enfin jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en mai 1945. C'est quand même quelque chose de saisissant de penser que si Paris a été libéré en août 1944, de nombreuses capitales européennes sont restées sous emprise allemande jusqu'à la fin. Varsovie a été libérée un peu avant la fin, mais tout de même le 17 janvier 1945. Et d'autres ont été occupées jusqu'en mai, telles Prague, Amsterdam, Copenhague, Oslo. Poursuivons vers Château-Tivoli. Remontons le cours du temps. Quittons cette triste période de la Seconde Guerre mondiale et intéressons-nous donc justement à la période napoléonienne des provinces illyriennes. Curieusement, les Ljubljanais n'ont pas un mauvais souvenir de cette période puisqu'il y a à Ljubljana une place de la Révolution française avec justement la colonne illyrienne que nous verrons tout à l'heure. Les Français avaient déjà occupé ces régions dès 1805. Cependant, à l'époque, il n'y avait pas eu de véritable annexion. Le château de Ljubljana, là-bas. Je n'oublie pas que dans un autre film, j'ai promis d'y aller. Donc, pour reprendre le fil de mon histoire, parmi toutes les guerres qui parsèment l'épopée napoléonienne, en 1809, il y en eut une autre qui opposa l'Empire d'Autriche à l'Empire français. Napoléon pénètre en Autriche, il vainc l'armée autrichienne à Wagram, et donc il traite avec l'empereur en occupant son palais, Schönbrunn. Parmi les clauses territoriales, il détache tout le territoire adriatique de l'Empire d'Autriche, privant ainsi Vienne de tout accès à la mer. Et pour la petite histoire, Napoléon a répudié sa première épouse infertile, Joséphine de Beauharnais, tout en lui conservant son titre d'impératrice. Il a divorcé donc pour épouser la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, qui lui donnera le roi de Rome, l'Aiglon. Mais je digresse. Revenons aux provinces illyriennes. Napoléon avait carrément détaché la Carinthie, c'est-à-dire la région de Villach en Autriche, le duché de Carniole, c'est-à-dire la Slovénie, l'Istrie, la Croatie au sud de la Save, la Dalmatie, un vrai morceau. Les provinces illyriennes eurent 4 gouverneurs successifs en 4 ans. Ce furent successivement le maréchal Marmont, le comte Bertrand, le général Junot qui devint fou et fut remplacé par Fouché. Au début, le territoire des provinces illyriennes fut divisé en 11 départements. Ces 11 départements évoluèrent et se transformèrent en 4 puis 7 intendances. Me voici parvenu dans la proximité du château Tivoli. Les langues officielles dans les provinces illyriennes étaient naturellement le français, mais également l'italien et l'ukraini, c'est-à-dire les langues slaves.
Et on peut considérer que Napoléon, en donnant un statut officiel aux langues slaves, a entraîné à terme l'indépendance de ces États plus d'un siècle plus tard. Il leur a fait comprendre qu'ils avaient une spécificité culturelle. La capitale des provinces illyriennes, je l'ai dit, c'était Ljubljana, sous son nom de Leibar, nom allemand. Elle était aussi à la tête de l'intendance de Carniole. 3 villes jouaient le rôle de sous-préfecture, bien que c'était une intendance. Elles avaient des noms allemands, elles aussi. Neustadt, c'est-à-dire Novo Mesto, et également Adelsberg, Postojna, où se trouvent des grottes fabuleuses, et également Krainburg, c'est-à-dire Krani. Le château Tivoli date du XVIIe siècle. Là-bas, c'est du Plečnik à coup sûr. Cet artiste qui est à Ljubljana, ce que Gaudi est à Barcelone. Il aimait les colonnes. Château Tivoli abrite le Centre international d'art graphique. Du bégonia, en veux-tu, en voilà. On comprend que les Ljubljanais aiment se reposer dans le parc Tivoli. Pour nous rendre dans le centre-ville, nous allons maintenant emprunter la promenade de Jakopič. Cette belle promenade, donc, comme je vous le disais, a été dessinée par Jože Plečnik. Pourquoi Plečnik aimait-il les colonnes comme ça? Il disait que c'était une idée de la beauté. Un beau tilleul en fleurs. L'artiste a dû penser au Covid. La promenade permet de rejoindre le quartier des musées. Ils sont nombreux à Ljubljana, une ville qui n'a pourtant que 294 000 habitants, mais qui est très étendue. En tout cas, même si les Slovènes ne sont que 2 100 000, moi qui parcours ce petit pays depuis déjà une semaine, eh bien je trouve qu'il y a des villages partout. Serait-ce Mobutu? Ça pourrait lancer une mode. Un petit tunnel et hop, on va se retrouver dans le centre-ville. Vous vous souvenez que dans le premier film, j'avais vu la façade rose de l'église franciscaine Notre-Dame de l'Annonciation.
C'étaient les heures du midi, elle était fermée. Dépêchons-nous car il est 11 heures. Quelle est cette église orthodoxe? Face à l'église se trouve le musée d'art moderne de Ljubljana. La très belle Galerie nationale de Slovénie se trouve juste à côté. Apparemment une exposition sur le baroque en ce moment. Ce quartier est également celui des ambassades. Un pas à Ljubljana et c'est la magie renouvelée. C'est un bonheur pour les architectes, les amateurs d'art. Les rues sont relativement tranquilles le week-end. L'opéra de Ljubljana a une certaine allure, il faut en convenir. Je n'arriverai pas à temps pour voir l'église Notre-Dame de l'Annonciation, je la visiterai donc cet après-midi. Il y a trop de belles choses à voir à Ljubljana. Nous arrivons à proximité d'un bâtiment qui contient 2 musées. Il y a ici le Muséum d'histoire naturelle et également le Musée national de Slovénie. Et attention, il ne faut pas confondre le Musée national de Slovénie avec la Galerie nationale de Slovénie que nous avons vue tout à l'heure. Voici la place de la République.
C'est ici que le 25 juin 1991, la Slovénie a proclamé son indépendance. La place de la République est vraiment un grand espace. La place de la République est le lieu de différentes manifestations, encore aujourd'hui. Elle a été conçue dans les années 1960, sous l'époque du titisme. Les immeubles ont été conçus par Ravnikar, un élève de José Plečnik. Sur la droite de la place de la République se trouve le monument de la Révolution. Là, ça fait très le Ljubljana communiste, là. C'est un petit clin d'œil pour mes amis bulgares. Le 21 juin, c'est la fête de la musique à Ljubljana. Je flâne au hasard des rues sans plan précis. Je tâche de me rapprocher peu à peu de la place du Congrès et de la place de la Révolution française et de l'université. Cet immeuble est vraiment très bien. En Slovénie, on ne sait plus où donner de la tête. Il existe un blog Slovénie secrète qui est tenu par un journaliste français qui habite Ljubljana depuis des années. Je vous recommande ce blog.
Tiens, Pleshnik est passé par là. En poursuivant par là, je vais me retrouver à Krakowo. Il faut donc que je me rapproche de la rivière Ljubljanica. C'est magnifique partout. Il aurait fallu que je sois 15 jours à Ljubljana. Avec des arbres partout dans les rues, comme à Sofia en Bulgarie. Nous arrivons place de la Révolution française, et voici la colonne des provinces juliennes. Place de la Révolution française. Voici la colonne d'Illyrie. Voilà, à Ljubljana, on aime la France. Des peupliers en pleine ville. J'en suis baba de tant de beauté. Juste à côté de la place de la Révolution française se trouve le monastère Križanke. Petit coup d'œil sur la cour du monastère. Le monastère Križanke s'apprête à accueillir le festival de Ljubljana. En été, donc, des festivités musicales. Ici, le musée de la ville de Ljubljana. Au moins, je sais que s'il pleut, je pourrais me réfugier dans de nombreux musées ici. Mais apparemment, dans les 7 jours de vacances qui me restent, tous les jours ont l'air d'être des jours de soleil. Une capitale tranquille. Me voici parvenu à proximité de la Bibliothèque nationale et universitaire, due à José Plečnik.
Dans cette bibliothèque, la salle de lecture est, paraît-il, très intéressante. Une colonne à la Plečnik. Par la place Neuve, on peut rejoindre la Ljubljanica. On est attiré par la rivière comme par un aimant. Je crois que ça ne me dérangerait pas d'être Ljubljanais. Poi da si zapale u bombu, sad prvo treba da zatvori vrata. Ljubljana, la petite qui a tout d'une grande. Montons la Dvormittorg pour voir ce monument. Je suis arrivé sur la place du Congrès, en référence au congrès de Leibar de 1821, qui rassemblait la Sainte Alliance. Voici l'université de Ljubljana, qui date de 1902. À côté se dresse le bâtiment de l'Académie philharmonique. La place évidemment est dénaturée par ce podium pour la fête de la musique. Sans doute d'éminents professeurs qui ont œuvré ici. Voici en tout cas Josip ou José Plečnik,
celui qui a œuvré à faire tant de merveilles architecturales et dont je vous ai parlé, à Ljubljana ou à Kraïn aussi. Là-bas, l'église des Ursulines de la Sainte Trinité. Elle ne se visite pas. Ça va être plein à craquer. Ici, des fouilles ont révélé des traces de l'ancienne Emona. C'est ainsi que les Romains appelaient Ljubljana. J'arrive place Prégeren. Les pâtisseries sont copieuses. L'église franciscaine Notre-Dame de l'Annonciation semble ouverte. Je vais en profiter. L'entrée est sur le côté. On ne s'en lasse pas de cette Ljubljana. L'église est beaucoup plus sombre que la cathédrale. L'autel est l'œuvre de l'artiste italien Francesco Roba, celui qui a fait la fontaine sur la place de l'Hôtel de Ville, dans mon film précédent. On nage en plein baroque. Je marche sur du marbre.
plafond du chœur. Fresque du chœur. Comme je l'ai dit, Notre-Dame de l'Annonciation. Il y a 8 autels latéraux, 6 de ce côté, 2 de part et d'autre du chœur, et 6 à gauche, 3 à gauche. L'endroit abrite aussi un petit musée. Mercure, dieu des commerçants, indique-moi un bon restaurant. Street art. Un petit dragon sur cette fontaine. Il est temps à présent de gagner le château. J'ai mangé une saucisse de carniole dans une gostilina, c'est-à-dire une auberge, avec du chou et de la purée de pommes de terre écrasées. Je suis à nouveau à l'hôtel de ville. Trouvons une des ruelles qui vont nous mener à la colline. Bon, je ne vais pas m'attarder, j'ai déjà filmé ça largement la dernière fois. Les galeries Arsène Ljubiana. À part le funiculaire, il y a 3 ruelles qui permettent de monter au château. Voici le Reber, l'une des 3.
L'un des attraits de la montée au château, c'est de profiter des jardins tout autour. Le château en lui-même abrite des expositions et un musée de la marionnette. Il y a une tour de guet avec une très belle vue sur les alentours de Ljubljana. La montée est ombragée, et c'est tant mieux. Le clocher de l'église Saint-Jacques. L'horloge est déréglée, il est 3h moins 20. Double flèche de l'église Saint-Jean-Baptiste, juste à côté de la maison de José Plečnik. Clocher de l'église Saint-Florian. Dommage pour le fil, mais je n'y peux rien. La pente est assez rude. Voici donc ce fameux château de Ljubljana. Ce château a été conçu pour résister aux incursions ottomanes dans la région. Du sommet de la tour de guet, on peut voir un tiers de la Slovénie. Faisons un petit tour sur la promenade du château. Panorama vers l'est de Ljubljana. Évidemment, la ville a ses banlieues et ce n'est pas comme le beau centre-ville. Allons voir le point de vue sur la vieille ville. Nous sommes ici contre le château. Ljubljana vers le nord. Le marché de Ljubljana. Le pont des dragons.
l'université de Ljubljana, où l'on voit à quel point cette ville est boisée. Église baroque des Ursulines. La bibliothèque de l'université. Je n'ai pas trop envie de dépenser entre 12 et 15 euros pour monter à cette tour. Je ne verrai pas grand-chose de plus. Les immeubles de la place de la République. Douze siècles avant Jésus-Christ, il y a déjà des traces qui restent d'une implantation d'une forteresse ici. Pour l'époque moderne, 1144 est la date où le château apparaît comme étant le siège du duché de Carniole. Je l'ai dit, il a servi de forteresse contre les invasions ottomanes ou les révoltes paysannes, et également d'hôpital militaire, mais aussi de prison. J'ai fait mon choix. Je ne vais pas visiter le château. Je vais marquer un petit temps de pause, de repos. Et ensuite, je vais aller faire une balade en bateau sur la Ljubljanica. Le musée de la marionnette ne m'intéresse que médiocrement. Tant pis pour ceux que ça aurait intéressé. Quant aux vues, il y en a déjà sur le pourtour. Je viens de lire que José Plečnik a aménagé une petite promenade à côté des remparts à proximité. Aussi, je vais faire un petit bonus dans ce film. Vous voyez, je ne vous abandonne pas lâchement comme ça. C'est par ici qu'il faut aller. C'est ce petit point d'intérêt que je me propose de voir. Alpes juliennes, Alpes kamniques. Ça, je ne l'aurais même pas bien vu depuis la tour du château. De l'autre côté, c'est Krakowo, ce quartier avec des petites maisons. Le panorama le plus beau depuis le début.
On voit bien qu'il y a du Plechnik là-dessous. C'est son style. Au mois d'octobre, toute cette verdure jaunie doit être magnifique. Je vais redescendre doucement la colline du château. Je vais me faire le plaisir du jour, c'est-à-dire que je vais déguster une glace. Et ensuite, donc, dans un film à part, je vais faire une balade sur la Ljubljanica, comme je vous l'ai dit. Près de l'église Saint-Jacques, l'autre jour, j'ai dégusté une glace de derrière les fagots, je ne vous dis pas. Il y avait des boules de glace vanille avec des feuilles de menthe fraîches. Et le mariage de la menthe et de la vanille était un cocktail détonnant. À très bientôt pour la prochaine séquence, si vous avez envie de me suivre. La prochaine, c'est donc la séquence croisière en bateau sur la Ljubljanica.